Nous écoutons maintenant Madame Nina Le Boniec qui va nous traiter de la question de l'Union européenne à l'heure du numérique et la lutte contre le terrorisme, la sécurité au détriment de l'état de droit avec les accords PNR, point d'interrogation. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un si grand suspense sur le résultat de votre questionnement. Je vous cède la parole. Je vous remercie et je remercie aussi les organisateurs du colloque pour me permettre d'y participer. Alors, je vais effectivement donc, vous parler des accords PNR et je vais organiser ma contribution en 3 temps pour respecter aussi le temps imparti. Je vais d'abord faire une présentation un peu rapide de ce que sont les accords PNR, pour revenir un peu sur la spécificité de ces accords, parler ensuite du problème de ces accords, la politique sécuritaire qu'ils mettent en œuvre, et terminer mon propos sur le rééquilibrage qui a été quand même amorcé avec l'avis, par le juge, par la Grande Chambre de la Cour de justice, dans l'avis 1.15 qui a été rendu donc en juillet 2017. Alors, présentation déjà de ce que sont ces accords PNR. Donc, ils ont commencé à apparaître après les différents attentats qui ont eu lieu au cours des années 2000, donc notamment l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Et ils prévoient donc le transfert par voie électronique de données des dossiers passagers, donc des passagers aériens, donc au pays tiers avec qui l'accord a été conclu. Alors, juste une précision, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, on retrouve en quelque sorte un système PNR interne, puisque chaque État membre a dû mettre en place une autorité, donc une autorité qui est compétente en matière de prévention, de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité. Donc cette autorité, c'est l'unité d'information passager qui a effectivement été mise en place en France, qui permet donc de mettre en place ce système PNR qui a pour but de vérifier si une personne ou un objet qui s'apprête à être enregistré sur un vol au départ ou à l'arrivée du territoire n'est pas recherché ou si un passager, compte tenu de ses habitudes, etc., ne présenterait pas un risque. Mais on a donc aussi un aspect plus externe, ce sont ces accords PNR qui ont été mis en place suite aux préoccupations liées à la collecte et au traitement de données dans un but de lutte contre le terrorisme, et accords qui ont déjà été mis en place suite donc aux attentats du 11 septembre 2001, puisque les autorités américaines avaient déjà fait obligation donc, à tout transporteur aérien qui assurait un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis, de mettre à la disposition du ministère américain de la Sécurité intérieure donc les données passagers, ce qui avait obligé l'Union européenne à intervenir pour conclure des accords. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces accords PNR, ils ont pas pour but d'assurer la sécurité publique de l'Union, mais bien celle de l'État tiers, puisque elles vont permettre à cet État tiers de réaliser, comme ça a été rappelé, une évaluation précoce des risques en ayant toutes les données des dossiers passagers. Alors, ces accords, ils ont été conclus avec les États-Unis, avec l'Australie, ils ont été aussi négociés et conclus avec... il y a le projet d'accord qui a été soumis à l'avis 1.15 avec le Canada. Ils sont aussi envisagés avec le Mexique. Et donc, c'est surtout le projet d'accord avec le Canada qui a permis à la Cour de justice de se prononcer donc, pour la première fois sur la compatibilité de ces accords avec les droits fondamentaux, avec la Charte des droits fondamentaux. Et je reviendrai donc dans le dernier temps de ma présentation. Mais ces accords PNR conduisent vraiment à s'interroger donc, déjà sur leur spécificité et sur les atteintes qu'ils permettent au principe de l'état de droit, donc notamment la protection des données personnelles, la garantie des droits fondamentaux, et la question de savoir comment là on va pouvoir concilier cette protection des données à caractère personnel avec la lutte contre le terrorisme. Alors, je vais déjà revenir sur le problème de ces accords, qui est la politique sécuritaire qui est mise en œuvre et qui semble difficilement compatible avec les principes de l'état de droit. Alors la spécificité de ces accords PNR, c'est que en fait, c'est la nature même de ces accords
qui est porteuse de nombreuses ingérences à l'égard des droits fondamentaux, donc notamment le droit à la vie privée, la protection des données à caractère personnel, eu égard au transfert massif de données qu'ils impliquent vers des pays tiers. Puisque ces accords ne concernent pas simplement les données d'embarquement, d'enregistrement, qui sont, elles, les données API, Advanced Passenger Information, mais bien les données PNR, Passenger Name Record, qui sont une catégorie très vaste, très large de données, puisque ça va de tous les noms qui sont dans le dossier, toutes les informations qui concernent les bagages, les demandes spéciales, toutes les coordonnées disponibles. Enfin, c'est vraiment très vaste, et même, je ne sais pas si on peut définir cette catégorie de façon précise. Et c'est ce qui avait fait dire au Parlement européen, lorsque, dans le cadre de la demande d'avis 1.15, il relevait d'ailleurs ce problème de cette catégorie des données PNR, qui, je le cite, prises dans leur ensemble, permettrait de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont les données PNR sont traitées, telles que les lieux de séjour permanents ou temporaires, leurs déplacements et leurs activités. Et il estime donc que cet accord, enfin celui avec le Canada en l'espèce, comporterait donc des ingérences d'une vaste ampleur et d'une particulière gravité dans les droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, donc qui portent respectivement sur la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Alors, le Parlement européen, donc suite à l'accord PNR qui avait été signé avec les États-Unis, puisque en 2004, et cette première génération d'accords PNR comportait vraiment très peu de garanties pour les droits fondamentaux, le Parlement européen, donc par un recours en annulation, avait contesté la décision du Conseil du 17 mai 2004, donc qui prévoyait la conclusion de cet accord entre la communauté européenne et les États-Unis d'Amérique. Et il invoquait plusieurs moyens d'annulation, dont celui tiré de la violation des droits fondamentaux. Mais ici, la Cour n'était pas parvenue à contrôler cette décision à l'aune des droits fondamentaux, puisque elle s'était arrêtée au contrôle du problème du choix de la base juridique erronée, et son contrôle n'était pas allé plus loin. Alors, ces accords, par la suite, avaient été largement décriés, alors notamment par le G29, ce groupe de travail qui a été institué par l'article 29 de la directive de 95 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données, aujourd'hui remplacé par le Comité européen de la protection des données, qui, à de nombreuses reprises, avait déjà émis des doutes, enfin même des critiques, à l'égard de la nécessité de la proportionnalité de ces accords, mais aussi par le contrôleur européen de la protection des données, qui a eu un rôle assez important et qui, là aussi, a remis en cause de nombreuses fois la nécessité de la proportionnalité de ces transferts de données PNR, alors notamment dans un avis du 30 septembre 2013 à propos de l'accord entre l'Union et le Canada, et c'est d'ailleurs cité par la Grande Chambre de la Cour de justice dans son avis 1.15. Mais les critiques, elles sont aussi venues du cadre institutionnel, donc notamment le Parlement européen, qui a été quand même assez actif ici sur la question de la protection des données. Et il notait par exemple, dans une résolution du 25 novembre 2009, qu'il entendait faire part de son inquiétude devant la généralisation à des fins de prévention ou de police de la pratique du profilage, qui s'appuie sur le recours à des techniques d'analyse par exploration des données et sur la collecte systématique des données de citoyens innocents. Et l'avocat général Mangodi ne disait pas autre chose dans ses conclusions également sur l'avis 1.15, puisque lui aussi dénonçait cette collecte de données systématique finalement de personnes qui ne sont suspectées d'en avoir rien fait. Alors, en raison de ces nombreuses questions qui sont suscitées par ces accords à l'égard de la protection des données à caractère personnel, la Commission avait fini par tenter d'adopter en septembre 2010 une démarche globale avec des critères généraux qui étaient définis pour le respect de ces droits fondamentaux, mais bon, avec une portée limitée.
Et il y avait donc bien besoin ici d'un encadrement juridique de ces accords PNR, puisque finalement rien ne venait vraiment les limiter la question de ces transferts de données. Et c'est la Grande Chambre de la Cour de justice qui finalement a pu intervenir grâce à cet avis 1.15 afin de venir combler ce besoin d'encadrement. Donc l'avis 1.15 de la Cour de justice, on peut voir qu'il y a un rééquilibrage qui est opéré dans la conciliation qui doit être effectuée entre protection des données à caractère personnel et lutte contre le terrorisme. En effet, ce projet d'accord, donc c'était avec le gouvernement du Canada. Il avait été donc soumis à l'approbation du Parlement européen, conformément à l'article 218, paragraphe 6 du TFUE, et le Parlement européen avait décidé donc de saisir pour avis la Cour de justice en raison des doutes sur la compatibilité de l'accord avec les traités. Alors, je ne vais pas revenir sur l'avis 1.15 parce qu'il est très long et il concerne beaucoup de questions, mais je vais quand même souligner donc que c'est la première fois que la Cour de justice, je dis, vient contrôler ces accords à l'aune des droits fondamentaux. Elle conclut donc sur le terrain de ce contrôle à l'incompatibilité de l'accord avec les articles 7 et 8 de la Charte. Elle met en évidence plusieurs points qui sont problématiques et surtout cet avis lui permet ici de livrer un véritable guide. Il y a vraiment une volonté pédagogique de la conciliation qui doit être opérée entre les droits fondamentaux, donc en particulier le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, et la lutte contre le terrorisme, puisque là, elle va venir reprendre différentes exigences qu'elle avait déjà mis en évidence dans sa jurisprudence, des exigences matérielles et procédurales, alors issues notamment de l'arrêt Télé de Zurich. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les exigences, mais par exemple les exigences de clarté, précision quant à la portée de la mesure, les droits qui doivent être reconnus aux personnes physiques, donc droit d'accès, rectification, information, la nécessité aussi sur le terrain procédural d'un contrôle préalable, soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, etc. Et elle vient lister à la fin de l'avis tout ce que devra comporter finalement cet accord PNR. Et comme ça a été souligné par la doctrine, tout ce que devra comporter, puisque les termes employés sont assez généraux, tous les accords PNR, ceux qui vont devoir être négociés, mais ceux aussi qui sont en cours de négociation, par exemple le Mexique. Et on a pu souligner aussi l'impact que pourrait avoir cet avis pour le système interne aussi, le système PNR interne à l'Union. Alors la Cour de justice en profite aussi pour apporter certains approfondissements par rapport à sa jurisprudence, notamment sur les données sensibles, puisque si en tant que telles les données sensibles ne sont pas listées dans l'accord, dans l'annexe de l'accord sur toutes les données qui doivent être fournies, le problème c'est qu'elles peuvent relever quand même d'une rubrique, c'est la rubrique remarque générale, puisque on ne sait pas trop ce que c'est. Là, problème, alors le contrôleur européen de la protection des données, lui, il recommandait d'exclure complètement le traitement de ces données sensibles. Ici, la Cour de justice, elle invalide pas par principe le transfert des données sensibles, mais elle vient préciser qu'il ne pourra être réalisé qu'en présence d'une justification précise et particulièrement solide, tiré de motifs autres que la protection de la sécurité publique contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave. Alors il faudra voir dans quel cas ça pourrait être le cas, mais elle est quand même assez intransigeante, même si elle laisse une ouverture. Alors néanmoins, un peu d'éléments un peu plus négatifs, il y a tout de même certaines zones d'ombre, même si on a un cadre juridique qui est posé, il y a quand même certaines zones d'ombre que la Cour sera certainement amenée à préciser. Alors par exemple, je suis obligée de passer rapidement, la question, donc elle avait considéré que n'était pas limitée au strict nécessaire la possibilité de stocker de façon continue les données de l'ensemble des passagers aériens, mais elle avait réservé le cas des passagers qui présenteraient un risque grave. Alors, avec un garde-fou toutefois lié à la nécessité d'un contrôle préalable, mais on peut quand même s'interroger puisque dans d'autres arrêts, si on met en comparaison, dans d'autres arrêts, elle avait quand même laissé ouvert des brèches, notamment dans des affaires qui ne concernaient pas la lutte contre le terrorisme. Alors c'est le cas notamment dans un arrêt de 2015 par rapport aux données biométriques et où elle dit que finalement, elles peuvent être utilisées, ces données sensibles, pour une finalité autre que celle qui était initialement
totalement définie, donc on peut là s'interroger. On peut aussi regretter l'absence totale de développement sur la question du consentement des passagers à la collecte des données, puisque le cadre juridique, il est défini finalement en aval de la collecte des données, mais il n'y a pas grand-chose sur tout ce qui concerne l'amont. Et on peut enfin voir que quand même dans cet avis 1.15, la Cour elle vient fortement valoriser la lutte contre le terrorisme. Elle vient rappeler qu'il s'agit bien d'un objectif général de l'Union, donc susceptible de justifier des ingérences même graves dans les droits fondamentaux, que les articles 7 et 8 de la Charte ne sont pas des prérogatives absolues. Alors c'est un peu plus pessimiste que l'affaire Digital Rights, on avait vu vraiment la protection des données à caractère personnel qui était beaucoup plus valorisée. Alors, on aurait pu donc s'interroger ici sur finalement la validité du système PNR en lui-même. Bon, il n'est pas invalidé. Alors, l'ingérence de l'accord PNR, et j'en terminerai par là, est effectivement moins intrusive que celle dans l'affaire Digital Rights, mais on a quand même bien, avec le système PNR, l'organisation d'une surveillance de masse. Je vous remercie. Merci pour cette intervention éclairante sur ce système dont tout le monde avait entendu parler, qui est plutôt inquiétant. Et alors on est à demi rassuré par le travail, la protection de la Cour de justice. On a compris la marge de progression qu'il y avait et on se dit qu'on est peut-être sur le bon chemin. En tout cas, on l'espère.